Tous, heureux de vous revoir encore dans notre émission Parlons Bilan, Parlons Fachi, une émission qui parle des réalisations du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Bienvenue à toutes et à tous. Heureux de vous revoir encore dans notre émission Parlons Bilan, Parlons Fachi. Moi qui vous parle, c'est Galan Ngalola, entrepreneur, promoteur d'école, etc., etc. Comme je vous dis tout le temps, j'ai tellement de qualifications que s'il faut les déballer, cela nous prendra assez de temps. Comme cela n'est pas notre sujet, aujourd'hui, nous allons encore une fois de plus parler des actions du chef de l'État. Parce que, comme nous le disons et nous continuons à le dire, le chef de l'État a tellement de réalisations et à son actif, est tellement en train de travailler pour le développement de notre pays. Et nous ne pouvons que l'aider en communiquant sur ce qu'il est en train de faire et en rassurant la population que nous avons réellement un président de la République qui a les soucis de son peuple. Aujourd'hui, nous allons aborder 3 points essentiels. Le premier point, c'est toujours l'affaire Salomon Kalonda. L'affaire qui continue à défrayer la chronique. Au deuxième point, nous allons parler de l'usine de montage des bus Mercedes en République démocratique du Congo, précisément à Kinshasa. Et puis, le troisième point, nous allons parler des infrastructures du chef de l'État. Puisque à l'émission précédente, nous avions parlé de 140 écoles construites dans le Nord-Ubangi par les BCECO dans le programme des 145 territoires du chef de l'État. Alors, pour commencer, je vais d'abord souhaiter heureux anniversaire au chef de l'État, Moukantombolo Fachi Beton, qui fête aujourd'hui son anniversaire, le 13 juin. Il est dans le même mois que moi. Moi, j'ai fêté le 9 juin et le chef de l'État fête aujourd'hui 13 juin. Nous le souhaitons heureux anniversaire et nous espérons qu'il verra cette vidéo et cette vidéo lui arrivera certainement. Commençons avec notre premier point qui consiste à parler de l'affaire Salomon Kalonda. Comme je vous avais expliqué dans l'émission passée que M. Salomon a été arrêté pour détention illégale d'armes à feu, et puis on l'avait encore ajouté d'être en intelligence avec les ennemis de la République. Après cela, juste après notre émission, il y a encore d'autres informations qui nous sont parvenues et par devoir de redevabilité, on ne peut que vous donner la suite de ce qui se passe ou de ce qui s'est passé. Après l'avoir arrêté par le DEMIAP, parce qu'il faut signaler que Salomon Kalonda a été appréhendé à l'aéroport par le DEMIAP, le commando du DEMIAP. Après interrogatoire, après
perquisition de son téléphone, parce qu'on a fouillé dedans, les services de sécurité ont constaté que M. Salomon Escadela était en intelligence ou en contact permanent avec les cadres du mouvement terroriste du M23. Là, c'est certifié que M. Salomon Kalonda est réellement en contact permanent avec les mouvements terroristes du M23. Alors, les services de sécurité ne pouvaient pas s'arrêter là, à faire seulement un constat. Alors, il faut maintenant fouiller pour chercher à comprendre pourquoi M. Salomon Escadela, qui s'est dit opposant, parce qu'il faudrait rappeler ici à l'opinion que M. Salomon Kalonda est le bras droit du président de l'Ensemble pour la République, qui s'appelle M. Moïse Katumbi. Les services cherchent à comprendre maintenant quel est le lien qui existe entre M. Salomon et les mouvements terroristes du M23. Parce que un contact peut se créer entre deux individus ou deux groupes, mais il y a toujours une raison qui relie ou qui lie les deux groupes ou les deux personnes. Et c'est là maintenant que les services d'intelligence se mettent en train de fouiller pour chercher à savoir quel est réellement le lien entre ces deux individus. Et c'est ce qui a poussé au service de sécurité de faire une perquisition au domicile de M. Salomon Escadela. Ils ne se sont pas arrêtés là. Ils sont également allés faire également la perquisition dans le domicile de M. Moïse Katumbi. Ici, j'aimerais un peu m'attarder pour expliquer et ensemble que nous réfléchissions. Parce que l'opposition a adopté une posture de victimisation. Je vous avais dit ici que l'opposition, en réalité, n'existe pas. Pourquoi je le disais? Parce que, au lieu, le rôle d'une opposition, c'est de contrôler ou de critiquer la gouvernance qui existe et de faire des propositions pour, au final, orienter la gouvernance à rester sur le droit chemin et puis que les retombées de cette bonne gouvernance profitent à la population. Mais ici, nous faisons un constat que notre opposition est dans la posture de victimisation. Là, c'est un. Des deux, dans la création des scandales ou dans la fabrique des scandales. 3. Dans des dénonciations calomnieuses pour attirer la sympathie de la communauté internationale. Mais ils oublient que l'UDPS a œuvré pendant 37 ans à l'opposition. Et lors de notre périple dans l'opposition, l'UDPS a également usé de ces méthodes que ces gens sont en train d'utiliser. C'est comme un élève qui utilise les méthodes de son maître, espérant intimider son maître. Donc, on veut nous dribbler dans le jeu que nous-mêmes nous avions créé. Et c'est ce qui fait que l'opposition bourgeoise qui existe aujourd'hui n'arrive pas à réellement mettre en mal le pouvoir en place
Parce qu'ils sont en train d'utiliser les méthodes utilisées jadis par l'UDPS, qui pour nous est considérée comme vétuste. Voilà pourquoi, pour nous et pour le chef de l'État, on considère que ça opposition y a pété. Revenons maintenant à notre sujet. L'opposition qui se victimise crie également à l'irrégularité de la perquisition faite dans les domiciles de Salomon Escadela et de Moïse Katumbi. Or, la loi est claire, lorsque il y a atteinte à la sûreté de l'État, dans la phase préjuridictionnelle, comme c'est le cas actuel avec les enquêtes qui sont menées par les services intelligents, le cas d'atteinte de sécurité de l'État, considéré comme un cas extrêmement grave, les services de sécurité ne peuvent pas attendre d'un magistrat une autorisation de perquisition parce que, et faisant partie de l'officier judiciaire, l'officier de police judiciaire, donc OPJ, ils peuvent également perquisitionner, surtout qu'il s'agit d'un problème de sûreté de l'État. Et on sait tous que lorsqu'il s'agit d'un problème de sûreté de l'État, les informations sont classées secret défense. Le DEMIAP est allé perquisitionner les domiciles. Mais la nuance est que lorsqu'il s'agit d'une perquisition, il est demandé à ce que les occupants du lieu soient là. On n'a pas dit qu'il faudrait absolument que le monsieur incriminé ou la dame incriminée soit présent lors de la perquisition. Non, non. Par contre, on recommande à ce qu'un habitant domicilié dans le lieu où la perquisition est en train d'être opérée soit présent. Dans les cas dont nous sommes en train d'évoquer, il y avait la mère de M. Salomon Escadela et quelques membres de la famille de M. Salomon. Pareil à Lubumbashi et chez M. Moïse Katumbi, où on a trouvé que le monsieur apparemment n'est plus en RDC, il est en cabale. Là, c'est un autre sujet que nous allons également discuter. Le monsieur sait pertinemment bien qu'il était en train de fomenter un coup d'État. Voilà pourquoi, lorsqu'on a arrêté son bras droit, le monsieur a pris la poudre de scampette. Sinon, on se poserait la question, où se trouve-t-il? Où était-il lorsqu'il y avait perquisition dans son domicile au Katanga et ici à Pigeon? Ce sont des questions qui nous donnent, nous, matière à réflexion, et nous cherchons à comprendre comment est-ce que le monsieur ne s'est pas pointé lors de la perquisition de son domicile. Avait-il peur, comme il a l'habitude? Souvenez-vous de la marche du 25 mai, les messieurs fouillaient comme un petit gamin, comme une fillette, pour aller plonger dans son véhicule. Même si un pétard retentissait, il fouillait rapidement, entouré avec ses gardes, pour aller se cacher dans les véhicules. Et ces genre de personnes nous disent qu'ils sont opposants. On fait une opposition par conviction. Et non, on fait une opposition par position cosmétique, juste pour faire voir à l'opinion que
nous sommes opposants. Or, en réalité, si vous lui posez la question, rappelez-vous, lorsqu'on a interrogé Olivier Kamitatou sur Top Congo, quelle était leur offre politique? Il n'était pas en mesure de dire réellement c'était quoi leur offre politique, et il a dit que c'était en élaboration. Mais comment on peut s'opposer à un pouvoir sans offre politique? Donc, on conclura que ils sont en train de faire une opposition cosmétique et ils sont également en train de faire une opposition sans conviction. Parce qu'on ne peut s'opposer à quelqu'un que lorsqu'on a une offre contraire à la personne à qui on s'oppose. Or, pour l'ensemble, pour la République, et d'ailleurs pour l'ensemble des opposants, ils n'ont pas des offres politiques à part des revendications bidons et stériles. Ils revendiquent des choses pour rien, ils réfutent tout, ils ne veulent rien savoir et rien comprendre. C'est ça, malheureusement, l'opposition que nous avons actuellement. Lorsque l'UDPS faisait l'opposition, l'UDPS avait toujours une offre contraire à celle du pouvoir. Et cette offre politique était consommée par la population et portée par la population. C'est ce qui a mis en mal les régimes de Mobutu, les régimes de Kabila le père et les régimes de Kabila fils. Mais comment est-ce qu'on peut vous prendre au sérieux lorsque vous vous opposez à une personne sans une offre contraire? Là, c'est question marque. Revenons maintenant à notre sujet. On a fait une perquisition en bon et due forme. Parce qu'il faut retenir que depuis l'avènement de Félix Antoine Tshisekedi au pouvoir, la procédure pénale est suivie à la lettre. Lorsque une procédure est biaisée, vous rappelez-vous des différentes arrestations, ces personnes sont relâchées. Ils ne sont pas relâchés parce qu'ils sont innocents, ils sont relâchés parce que leurs avocats ont présenté les éléments prouvant que la procédure n'est pas suivie. C'est ce qui fait que lorsque il y a une poursuite à l'encontre d'un Congolais lambda sous régime de Félix Tshisekedi, la justice ou les services de sécurité prennent soin de suivre à la lettre la procédure judiciaire. Et c'est ce qui a fait que, après examen de tous les paramètres liés au dossier de M. Salomon Escadela, les services intelligents ont décidé de descendre dans les domiciles de M. Salomon et de M. Moïse Katumbi. Pourquoi de M. Moïse Katumbi? Parce que M. Moïse Katumbi s'avère être le patron direct et proche de M. Salomon Escadela. M. Salomon Escadela ne peut pas engager des discussions avec des terroristes du M23 sans que M. Katumbi soit informé de quoi que ce soit. Nous concluons que si M. Salomon Escadela agissait à l'insu de son chef, qui est M. Moïse Katumbi, dans ces cas, il s'agit d'une haute trahison de la part de M. Salomon à l'encontre de M. Moïse Katumbi. Mais, pour nous les intelligences avancées, nous savons que M. Salomon n'a pas agi de son propre gré. Voilà pourquoi, après perquisition en bonne et due forme des différentes résidences de M. Salomon et de M. Moïse Katumbi, les services de sécurité ont décidé de transférer les dossiers à la haute cour militaire. Bon, les gens se sont exclamés en disant que
pourquoi on peut prendre le dossier d'un civil et de l'amener dans la haute cour militaire? C'est la même chose avec, donc les cas sont similaires avec celui de M. Mwangachuchu. M. Salomon Escadela était en intelligence avec les rebelles qui sont en train de s'activer farouchement pour déstabiliser la République démocratique du Congo et le pouvoir de Kinshasa. Et M. Salomon Escadela également est en train d'inciter les militaires à commettre des actes contraires à leur mission. Voilà pourquoi il est renvoyé à la cour militaire. C'est là qu'il va présenter ses moyens de défense. On avait suivi les avocats de M. Salomon et en train d'exclamer le fait qu'on les avait interdits d'être en contact avec leurs clients. Or, dans ces cas précis, puisqu'il s'agit d'un problème de sûreté de l'État, le service ne peuvent pas laisser à la portée de tout le monde les informations sensibles avant l'aboutissement des enquêtes. Parce que si ces informations fuitaient, cela veut dire que les gens qui seront incriminés ou entachés ou déclarés collaborateurs de M. Salomon prendront fuite. Lorsqu'on voit des gens en train de crier, nous sommes en train de nous dire que les gens les font. Ils se disent qu'on fait des déclarations à vide de sens pour distraire l'opinion et que les Congolais ne puissent pas traiter le problème de fond dans ce dossier. Mais nous qui avons un œil d'analyse, un œil critique, nous avons analysé et nous avons recoupé des informations pour vous donner les explications que nous sommes en train de donner maintenant. M. Salomon Escadela, selon les informations, parce que nous devons être également honnêtes que les services de sécurité n'ont pas communiqué suffisamment quant à ce qui concerne les faits reprochés à M. Salomon Escadela. À part le point de presse qui a été organisé par les services de renseignement militaire à titre d'apaiser juste la population et de faire voir à l'opinion internationale les pourquoi de l'arrestation de M. Salomon Escadela. Donc, les avocats, comme je disais tantôt, qui criaient au scandale du fait qu'ils n'ont pas eu accès à leurs clients, aujourd'hui, ils peuvent être rassurés que dès que M. Salomon sera face à son juge pour instruction du dossier, c'est à ce moment-là qu'ils vont entrer en jeu. Il faut également rappeler que M. Salomon, aujourd'hui, je pense, a 3 jours depuis qu'il est transféré à la prison de Ndolo. Et en attendant l'ouverture de son procès, et il sera jugé, comme on l'a dit, pour que les juges et magistrats militaires exploitent les éléments d'enquête transférés devant eux et que l'opinion internationale et nationale se rendent compte réellement de ce que M. Salomon Escadela et sa bande étaient en train de prévoir ici en République démocratique du Congo. Vous allez remarquer une chose, que depuis l'arrestation de M. Salomon Escadela, il y a une sorte d'accalmie dans la presse, dans les médias, en ce qui concerne la diabolisation du pouvoir actuel.
Il y a même d'autres qui sont déjà en cavale, parce qu'ils savent que dès lors qu'il est établi l'implication claire de M. Salomon Escadela, il n'en manquera pas que ses collaborateurs soient également indexés. Surtout qu'ils se sont inscrits tous dans la logique de déstabiliser la République démocratique du Congo, particulièrement la gouvernance de M. Félix Antoine Tshisekedi, qui est notre président de la République. Chers Congolais, chers téléspectateurs, vous comprenez avec moi que M. Salomon Escadela, après toutes les émissions que nous avions diffusées ou que nous diffusons, M. Salomon avait également avec lui une arme à feu, puisque ses amis ou ses chefs, Matata Mpogno et Moïse Katumbi, ont affirmé dans des tweets que l'arme prise entre les mains de M. Salomon était celle du garde du corps de M. Matata Mpogno, alors que les services ne se sont pas prononcés sur les détails ni les noms de l'arme pris entre les mains de M. Salomon Escadela. Voilà donc en quelques lignes, chers internautes, chers téléspectateurs, chers Congolais de père et de mère et de souche, que M. Salomon Escadela sera jugé pour avoir comploté contre sa nation, pour avoir détenu une arme sans autorisation et également pour être en intelligence avec les ennemis de la République. Maintenant, on peut, après toute cette réflexion, passer au deuxième point qui consiste à parler de l'usine de montage des bus Mercedes en République démocratique du Congo, plus particulièrement ici dans la ville-province de Kinshasa. J'ai suivi, après l'inauguration ici, les propos des opposants et APT. Ces gens me font rigoler à un point que je ne peux pas vous expliquer. Quand le chef de l'État était en quête des investisseurs, les mêmes personnes que vous appelez opposants, que nous appelons les opposants bourgeois, les gens criaient pour dire que le chef de l'État ne va pas trouver des investisseurs parce que c'est un président illégitime, parce qu'on ne le prend pas au sérieux, il ne fait que gaspiller les finances de l'État juste pour se promener, ainsi de suite. Mais maintenant qu'aujourd'hui, parce que lorsqu'on avait dit, je pense il y a 2 ans passés, lorsque le chef de l'État était en Allemagne, lorsqu'on avait dit ici que il y aura une usine de montage de bus en République démocratique du Congo, les mêmes opposants également avaient crié et rigolé en disant que qui va venir Bozolo Barman de l'Afrique, Total Abino, a investi moi oyate. Mais aujourd'hui que ça me fait marrer. Et aujourd'hui que il y a un investisseur qui est venu dans le domaine de transport en installant une usine de montage de bus Mercedes et ayant signé un contrat avec la République, les mêmes opposants bourgeois se sont trouvés quand même un moyen de descendre cette action salvatrice. Parce qu'il faudrait ici signaler que la dernière usine de montage des véhicules ici en RDC
était fermé il y a 31 ans. Je dis bien, il y a 31 ans. Lorsque vous faites des calculs sur les 31 ans dont nous faisons allusion, c'est vers 1993. Ça coïncide avec, non, 1992, ça coïncide avec la période du premier pillage. Donc, c'était General Motors pour vous dire. Donc, après 31 ans de vide dans ce secteur, on reçoit un investisseur qui revient pour installer l'usine de montage des bus Mercedes en République démocratique du Congo. Et les opposants crient en disant que un Indien qui part négocier et un Indien qui signe les contrats avec le gouvernement pour livrer des bus, il voit que s'il amène, ils importent les bus, il va payer cher, 500 000 $. J'ai vu, c'était la théorie de M. Seth Kikouni que je trouve tellement nulle. Il vient avec, il ne peut pas payer 500 000 $, alors il contourne l'État en allant négocier avec Mercedes pour commencer à amener des pièces détachées ici et les monter ici et payer 150 000 au lieu de 500 000 et aussi payer 150 000 d'ordre de la main d'œuvre, et lorsque vous faites des calculs, ça avoisine pratiquement les 500 000 $ qui non, c'est moins de 500 000 $ qu'il devrait normalement payer à l'État. Sincèrement, c'est un terme que je ne pouvais pas utiliser à la télé, mais c'est vraiment con une telle réflexion. Et j'ai entendu encore, je crois hier, pendant que j'ai parcouru les réseaux sociaux, un qui arrive même à dire qu'il fallait que l'État aille négocier avec Mercedes pour que Mercedes vienne ici et s'installe. Je ne sais pas si les gens ou les Congolais ou les opposants que nous avons ont la notion de l'investissement. Je prends le cas des États-Unis. Les industries et les usines qui se retrouvent aux États-Unis, à 99%, ce sont des usines de privés. Alors, quel est ce péché que le chef de l'État a commis par le fait d'avoir facilité à cet investisseur indien d'installer une usine ici de montage de bus? Les gens parlent des désavantages en ce qui concerne le fisc. Mais vous vous trompez, c'est faux et archi faux. Je veux vous expliquer le bienfait de cet investissement. Parce que notre devoir est de pouvoir démonter tous les mensonges cousus contre le régime de M. Félix Antoine Tshisekedi. Ce pays, pour que ce pays se développe, nous avons besoin des investissements privés. Vous allez même vous rendre compte que le chef de l'État ou le gouvernement est en quête de partenariat public-privé pour que les investisseurs privés apportent des capitaux suffisants qui vont non seulement apporter une valeur ajoutée dans notre économie, mais aussi créer de l'emploi. Lorsque vous créez de l'emploi, vous résolvez un problème social. Et lorsqu'il y a création des emplois, cela veut dire qu'il y aura circulation et attraction dans l'économie. Les gens auront du cash, ils vont acheter, donc dépenser, et ces dépenses vont générer des taxes et impôts. Et si on a ce genre d'investissement, 50 ou 100, vous allez vous rendre compte que l'économie de notre pays va respirer.
Je vous explique encore davantage. Monsieur l'investisseur indien, le nom m'échappe, Shaktari, si je ne me trompe pas, signe un contrat avec la République démocratique du Congo pour lui fournir des bus. Il a vu le gouvernement, il a dit que moi je suis, au lieu que vous importiez tout le temps des bus, ça vous prend du temps. Un. De deux, vous avez des difficultés à avoir des pièces de rechange. De trois, cela ne facilite pas l'extension de la Société nationale des transports. Il dit que moi, avec mon circuit ou mon réseau, je peux négocier avec la maison mère Mercedes pour que on installe une usine de montage ici en République démocratique du Congo et que vous ayez à temps voulu les bus pour le transport en commun. Et il faut également signaler que le transport en commun est également la solution à un problème social. Parce que, rappelez-vous ou souvenez-vous que chaque matin, les Congolais peinent pour rejoindre leur lieu de travail parce que le transport est difficile à attraper le matin. Par le fait de l'insuffisance des véhicules sur la voie. Alors, ces messieurs, prenons la théorie de M. Z. Kikouni, qui dit que, au lieu que ce monsieur paie 500 000 par importation, l'État perd parce qu'il ne va que payer 150 000 en amenant des pièces détachées. Bon, on épouse sa théorie, on dit ok, il peut avoir raison. On se dit ceci, hein, je suis en train de réfléchir avec vous. Mais lorsque ces bus arrivent ici, on les monte. Ils ont dit qu'ils vont monter 25 bus par mois. Admettons que l'usine produit pendant 12 mois. Ce qui fait que nous aurons 300 bus lents. Lorsqu'on a 300 bus lents, cela veut dire que chaque année, s'il faut prendre le deuxième quinquennat du chef de l'État, on aura à peu près 1500 bus dans l'autre quinquennat. Et les 25 bus de production n'est que un nombre fixé pour le début de la production. Si il arrive à produire 25 bus par mois, on aura 300 bus le mois. Et ces 300 bus le mois va permettre à l'État d'envoyer d'autres bus dans tous les territoires de notre pays. Là, c'est un. Donc, cela veut dire que les Congolais, même qui se retrouvent dans les fins fonds de la République démocratique du Congo, auront un moyen de déplacement. Donc, c'est un problème résolu, le transport. 2. Les bus qui sont en train de circuler sur les sols du territoire national vont payer les taxes aux fonnaires. Parce qu'il y a une taxe pour l'usure de la chaussée. L'usine qui produit va payer les impôts sur la rémunération ou les impôts sur la rémunération. Ils vont payer l'impôt sur les bénéfices. Donc les agents qui vont prester là-bas les 500 vont payer les impôts sur les bénéfices. Non, pardon, je m'excuse. L'entrepreneur ou l'investisseur va payer sur l'impôt sur les bénéfices et profits. Cet argent entre dans la caisse de l'État. Les agents vont payer l'impôt sur la rémunération. Cet argent entre dans la caisse de l'État. Les agents qui sont engagés également auront de quoi nourrir leur famille. Dites-moi, entre importer des bus ou
l'investisseur va payer 500 000 $. Et avoir une usine ici qui va favoriser le développement rapide, 1, de bus Transco, 2, créer la création de l'emploi, 3, la formation des personnels, parce qu'ils seront formés par la maison mère, donc il y aura une plus-value en ce qui concerne la main-d'œuvre, la main-d'œuvre sera réellement qualifiée. 4, les différents impôts et taxes payés par cette entreprise. Entre toutes ces choses, quelle est la bonne option à prendre? N'est-ce pas l'usine de montage? Les opposants bourgeois doivent à un certain moment se taire. Nous avons besoin des investissements privés. Et dans tous les pays sérieux, lorsqu'il y a des investissements privés, il y a toujours certaines facilitations. C'est ce qu'on appelle le climat des affaires. Cela favorise et encourage les investissements privés. Et ces investissements privés sont vecteurs de création d'emplois, de création de la classe moyenne et de création d'une main-d'œuvre qualifiée. Et également de création de la richesse parce qu'il y aura régénérescence des impôts et taxes. Botika kokosa population. Le chef de l'État a bien fait de faciliter, d'encourager cet investisseur à installer une usine ici en République démocratique du Congo, précisément à Kinshasa, après 31 ans de vide. Vu que le temps nous empêche de continuer, parce que nous sommes presque à la fin, le troisième point, en ce qui concerne les infrastructures, nous allons l'aborder dans notre émission prochaine. Merci d'avoir été devant vos écrans pour écouter ou échanger avec nous sur les points d'actualité. Et nous espérons vous retrouver bientôt. Nous vous demandons vivement de s'abonner parce que c'est ici que nous donnons la bonne information. Il n'y a pas de cas d'Yocha ici. Et c'est ici que nous analysons objectivement. Je suis de l'UDPS, mais je reste objectif quant à certaines matières. Et à vous de juger tout ce que j'ai pondu comme analyse. Merci à vous et bonne journée. Tous, heureux de vous revoir encore dans notre émission Parlons Bilan, Parlons Fachi. Une émission qui parle des réalisations du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo,